L'éclosion de l'art des cathédrales, étonnamment rapide, Chartres est construite en 26 ans, Reims plus vite encore, entre 1213 et 1233. Tout cela s'explique par la vitalité de l'économie urbaine. Mais cela s'explique aussi par une autre croissance qui n'est pas dissociable de la première, la croissance du savoir. Toute cathédrale est flanquée d'une école et les plus vivantes sont autour des cathédrales du nord de la France. On enseignait dans le monastère, mais l'école monastique était close, alors que l'école cathédrale est ouverte. La fonction de l'évêque est de répandre la parole de Dieu. Il a besoin d'aide pour prêcher avec lui partout. Il a besoin d'ateliers pour former ses prédicateurs, donc de bons livres, donc de bons maîtres qui sachent commenter ses livres. Et dans une société où il est chaque jour plus facile de voyager, on voit les aventuriers de l'intelligence se précipiter vers les meilleures écoles. Ces meilleures écoles se trouvent dans les lieux mêmes où s'élèvent les chefs-d'œuvre de l'art gothique, à Laon, à Chartres, à Paris surtout. Et je ne pense pas que ce soit un hasard, cette coïncidence avec les centres de recherche intellectuelle et les foyers de la création artistique. Le cycle des études est le même qu'au temps de la première Renaissance, au temps de Charlemagne, les 7 arts libéraux, comme on dit. On les voit sur l'une des roses de la cathédrale de Laon, entourant la fleur centrale où trône la sagesse, formant sa cour, l'enrichissant, l'éclairant. 3 disciplines initiatiques, la grammaire, la rhétorique, qui est l'apprentissage du discours, la dialectique, qui est l'apprentissage du raisonnement, et puis 4 disciplines plus approfondies, la science des nombres, la science de la géométrie, la science du cours des étoiles, la science des tons de la musique, c'est-à-dire ce qui apprend toutes les lois qui mystérieusement régissent l'univers. Et c'est cette voie, c'est cette avenue du savoir menant à la théologie, science maîtresse, qui aide à percer les secrets de Dieu à travers les mots qu'il a prononcés et à travers ces autres signes que sont les lois de la nature. Succès prodigieux des écoles de Paris. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, elles sont la pépinière des bons évêques. Tous les papes y sont venus étudier. Et ce succès tient pour une part large à l'enseignement d'Abélard. La dialectique au premier rang. Par le raisonnement, saisir le sens des mots, partir du mot, mais non pas méditer sur lui dans une rêverie divagante comme dans le monastère. Non, le traiter par le raisonnement. Et l'outil qui se perfectionne sans cesse. Des équipes de clercs avaient suivi les guerriers qui arrachaient l'Espagne, la Sicile aux musulmans. Ils s'étaient jetés sur les admirables bibliothèques de Tolède ou de Palerme. Et ils s'étaient mis fébrilement à traduire de l'arabe au latin ce que les Arabes avaient traduit du grec. Et ce qu'ils révélaient, c'était la science antique, c'était Euclide, c'était Ptolémée, et c'était plus précieux encore pour eux, la logique d'Aristote. Et la méthode s'affina
s'enrichit. Au départ, douter. Abélard le dit. Nous venons à la recherche par le doute et par la recherche. Nous percevons la vérité. Orgueil, présomption. Certains condamnaient cette attitude avec violence, et en particulier Saint Bernard qui finit par terrasser Abélard. Mais quelle fécondité et cet enthousiasme dans les écoles dont l'exercice n'était plus la leçon essentiellement, où l'exercice principal était la discussion, discuter, débattre. Mes étudiants, dit Abélard, mes étudiants réclamaient des raisons humaines, des raisons. Et il leur fallait des explications intelligibles plus que des affirmations. Ils disaient qu'il est inutile de parler si l'on ne donne pas l'intelligence de ses propos et que nul ne peut croire s'il n'a pas d'abord compris. Et toute notre science sort de là.